Donc moi je serai assez court, je vais juste introduire la conférence à propos du titre, de la thématique. Donc juste pour dire que de toute façon, enfin, depuis toujours, la notion même d'agriculture, à partir du moment où l'homme s'est lancé dans l'agriculture, il est rentré quelque part en conflit avec l'environnement, hein, puisque pour pouvoir arriver à produire des produits agricoles, il faut déplacer des écosystèmes naturels, hein, pour que les cultures puissent pousser, et que donc forcément ça entraîne des interactions et des impacts sur la façon dont cet environnement fonctionne et ces écosystèmes fonctionnent. Bon. Historiquement, l'agriculture s'est mise en place et les agricultures familiales, les agricultures traditionnelles, généralement, ont essayé de trouver des équilibres entre ces milieux, justement, et la façon de les gérer, de la façon la plus équilibrée possible, tout en maintenant leur production agricole. Ça a été le cas dans divers écosystèmes, dans divers contextes. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, ces équilibres ont été déplacés, hein, bien souvent, par des nouveaux contextes, des nouveaux changements. Des croissances démographiques importantes dans certains pays du Sud, un accès de plus en plus important et accéléré à un certain nombre de facteurs de production qui contribuent à l'intensification. Mais cette intensification classique, on va dire, qui passe généralement par l'utilisation d'un certain nombre de produits extérieurs qui visaient à mieux maîtriser la nature pour arriver à produire, a elle-même montré un certain nombre de limites quant à sa capacité à maintenir une production de façon durable en générant généralement un certain nombre d'externalités importantes. Bon. Donc on est dans une certaine difficulté à concevoir une intensification de l'agriculture sans qu'il y ait des externalités par rapport à l'environnement. C'est d'autant plus important pour les agricultures familiales. Pour autant, le défi d'une certaine intensification est toujours aussi important puisqu'on a une croissance démographique qui continue à avancer, une demande alimentaire qui augmente et donc une nécessité quand même d'arriver à produire ces produits-là par rapport à cette demande. Voilà. Donc après avoir introduit donc ce contexte-là, je vais passer la parole à Christophe Ducastel qui va parler donc de ces interactions entre agriculture et environnement et biodiversité. Merci. Oui, donc effectivement, donc, comme l'a bien montré Eric, je crois qu'on est effectivement aujourd'hui à un tournant en matière de technique et de système de production. Et je crois que, juste en deux mots, on peut rappeler que jusqu'à aujourd'hui et depuis les années 30, on va dire, les systèmes de production ou l'intensification des systèmes de production étaient essentiellement construits autour de trois thématiques qui étaient d'une part donc la sélection variétale et l'amélioration génétique d'une part, d'autre part l'utilisation d'intrants et en particulier d'engrais, et puis troisième volet de l'intensification agricole, c'était la motorisation et l'intensification des moyens de production. Ce modèle, je crois que ce qu'on peut en dire aujourd'hui, c'est qu'il a répondu à un certain nombre d'attentes. Au moins sous deux volets. Le premier, c'est bien évidemment la production alimentaire. Et aujourd'hui, on est là pour faire la preuve que le système était capable effectivement de subvenir aux besoins de l'humanité. Et je crois que aussi, dans une moindre mesure, il a été capable d'intensifier ou de produire effectivement des denrées alimentaires en maintenant des écosystèmes naturels ou des espaces naturels dans leur état. Et on peut faire l'hypothèse que sans ces innovations, la forêt, et en particulier les forêts tropicales, auraient été affectées de façon significativement plus importante qu'elles ne le sont aujourd'hui. Bon, quoi qu'il en soit, le modèle a aussi, me semble-t-il, fait la preuve d'un certain nombre de limites. En particulier, donc je crois que tout ça est bien connu d'entre vous, en particulier en ce qui concerne les engrais et leur impact sur la qualité des eaux et sur la qualité des nappes. Je crois que tout le monde a bien conscience du fait que l'utilisation intensive de ces engrais a un impact significatif sur la qualité des eaux de façon générale. Dans une autre mesure, l'utilisation intensive de pesticides a eu des conséquences sur les nappes, mais aussi tout particulièrement sur la santé humaine. Et je crois que là, on a aussi atteint une limite en matière de santé, ce qui est vrai aussi de la même façon sur les productions animales qui, elles aussi, ont été, ou supportent en tous les cas, cette utilisation intensive des intrants.
Je crois que ce qu'on peut essayer de tisser comme perspective, c'est qu'il y a aujourd'hui, quoi qu'il en soit, une nécessité à augmenter significativement les volumes de production alimentaire. Je crois 2 chiffres simplement hein, de mémoire. Il me semble que si on tisse une perspective des augmentations de population à l'horizon 2050, quelque chose comme ça, qui est supposé être la limite en matière d'augmentation démographique, l'Amérique latine et l'Asie devraient, pour subvenir à leurs besoins, multiplier par 2, quelque chose comme ça, leur production végétale, ou l'équivalent production végétale, si on transforme effectivement les volumes de production animale en surface végétale. Pour l'Afrique, la situation est plus grave encore, puisqu'il est estimé que, grosso modo, il faudra multiplier par 5 les volumes produits aujourd'hui pour subvenir aux besoins sur un standard moyen. Donc on est dans une situation relativement compliquée, me semble-t-il, qui nécessite effectivement de prendre acte de ce qui a déjà été réalisé et d'essayer d'identifier des systèmes de production qui seraient susceptibles de répondre à ces différentes questions. Questions que... Pour peut-être introduire et poser un certain nombre de questions aux intervenants, j'essaierai de résumer en 4 thématiques majeures. La première, me semble-t-il, est une question de surface. Et il est bien évident que cette nécessité impérative d'accroître les volumes de production nécessitera d'accroître de façon peut-être pas homothétique, mais en tous les cas d'accroître les surfaces cultivées. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment peut-on accroître ces surfaces cultivées sans affecter de façon irrémédiable les espaces dédiés à la biodiversité, à la forêt, aux zones humides, aux espaces naturels de façon générale. Et je crois que là se pose une question majeure à laquelle il faudra que l'agriculture de demain puisse répondre. La deuxième question qui me semble être tout à fait centrale est une question que j'évoquais à l'instant, qui est la question de la qualité effectivement des produits alimentaires. Qualité qui peut être déclinée sous différents types. Hein. Il y a bien évidemment la question sanitaire et de l'acceptabilité sociale des aliments, mais aussi la qualité gustative, etc., etc. Donc cette question centrale de qu'est-ce qu'on produit et quelle qualité peut-on attendre des produits que l'agriculture peut nous délivrer. Troisième question qui me semble tout à fait importante, c'est celle effectivement de l'association entre la production de biens alimentaires de façon générale et des services écosystémiques que l'agriculture devra être amenée à assurer. Et à ce titre-là, il est, me semble-t-il, possible d'imaginer des systèmes où la production agricole n'est pas en opposition, en antagonisme avec la production de services que sont le maintien des grands cycles naturels, le carbone, l'eau, etc., etc., la protection des sols, la biodiversité. Et donc, comment construire des systèmes qui soient capables, effectivement, d'assurer cette production alimentaire tout en préservant et en assurant le maintien et la préservation de ces cycles agricoles, sachant que bien évidemment il y a une question technique derrière ça, mais il y a aussi et fondamentalement une question économique qui se pose. Et puis, 4e sujet qui me semble être tout à fait essentiel, c'est celui du changement climatique. Et je crois que là se pose une question tout à fait fondamentale pour le maintien et le développement des systèmes de production agricole et de leur capacité à s'adapter aux évolutions, à la radification dans certaines zones, à l'accroissement et à l'aléa qui sont portés par ces changements climatiques. Voilà, très, très rapidement, les 3 ou 4 thèmes qui me semblent être majeurs et sur lesquels j'aimerais bien interroger effectivement les expériences qui ont pu être mises en place, que ce soit en France ou sous les tropiques. Si je résume un petit peu la question qui vient d'être posée, et puis la question de la table ronde, c'est produire plus et autrement, hein, le défi pour le 21e siècle. Donc c'est justement le titre d'un ouvrage collectif là, qui a été publié par Coordination Sud, donc la plateforme des ONG françaises. Pour rentrer un petit peu dans le détail, Agronomes et Vétérinaires sans frontières diffuse depuis une dizaine d'années à Madagascar un certain nombre de pratiques, d'itinéraires techniques selon les principes de l'agroécologie.
et dans des environnements humains, dans des environnements pédoclimatiques très différents, hein, aussi bien du sud aride, de la côte est, des Hautes-Terres centrales, le lac à la Hautre. Donc on a été associé à des actions, enfin conjointement avec le CIRAD notamment. Et du coup, ce que je voudrais dire dans mon propos, c'est il y a effectivement toute une série de pratiques qui aujourd'hui sont vraiment validées par la pratique paysanne, qui sont intégrées par les paysans de ces pays dans leur système d'exploitation et qui répondent à ces besoins, notamment à ces défis qui ont été cités précédemment. Alors, je voudrais parler de 3 niveaux. Il y a un certain nombre de techniques qu'on diffuse au niveau, on va dire au niveau de la parcelle, vraiment de la pure technique. En regardant le niveau exploitation, on réussit également à agir. Et puis enfin, en travaillant à l'échelle d'un terroir villageois, c'est un autre niveau auquel on peut intervenir pour produire justement plus et autrement avec des pratiques agroécologiques. Alors, je vais citer quelques exemples. Au niveau de la parcelle, alors, au niveau de la parcelle, il y a certaines techniques qui ont été complètement intégrées par les paysans, qui sont inspirées en fait déjà, enfin, ça avait été décrit, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale par Fukuoka, le japonais. Et en fait, c'est tout ce qui est semis sous couverture végétale. Alors, je voudrais citer un exemple qui a été particulièrement adopté par les exploitations paysannes du sud-est de Madagascar, et qui est l'association manioc stylosanthes. Donc en fait, stylosanthes, c'est une légumineuse qui est proche de la luzerne et qui en fait va permettre de restructurer le sol et puis aussi de fixer de l'azote dans le sol, hein. Donc on a à la fois un maintien et même une augmentation de la fertilité des sols et puis un impact direct sur le rendement du manioc. Alors, bon, quelque part, il y a une diapo là-dessus, mais voilà, elle est pas... vous la verrez à un moment. En fait, c'est quand même quelque chose d'assez fort, puisque sur certains terroirs, après seulement 6 mois d'association, on arrive à un doublement du rendement du manioc, hein. Donc sur certaines parcelles qui sont beaucoup plus dégradées, il faut une culture pure avant de stylosanthes pour avoir le même résultat quantitatif. Mais sinon, c'est assez aisé de doubler le rendement du manioc avec cette association. Et je dirais les paysans de cette zone ici ne sont pas trompés, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres systèmes qui ont été testés, notamment des systèmes un petit peu de culture sur des bas-fonds assez inondés, etc. Des systèmes assez compliqués, assez coûteux, eux qui n'ont pas été vraiment adoptés. Par contre, vraiment, là, c'est 40% on va dire que ça correspond à 40% des innovations techniques qui ont été intégrées par les paysans. C'est ce système-là, assez bien adapté à la zone. Autre technique, dans un contexte différent, enfin, quoique ça peut aussi s'appliquer sur cette zone-là, mais sur les zones plus rizicoles du pays, c'est le système de riziculture intensif, le SRI. Alors, comme son nom ne l'indique pas, c'est une pratique agroécologique. En fait, l'idée, c'est qu'en appliquant le plus de principes possibles qui sont décrits dans cette technique du système de riziculture intensive, on va pouvoir, le plus on applique on réussit à appliquer de ces principes, le plus on va pouvoir augmenter les rendements du riz. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de repiquer le riz jeune, c'est des plants de 8 jours à 2 semaines qui sont repiqués. C'est un repiquage brin par brin avec un espacement qui est raisonné à 20-25 cm, ce qui varie selon les zones, c'est un repiquage en ligne, et une irrigation qui est minimale. Ou alors même on peut dire oui, une irrigation qui est minimale et une irrigation qui est aussi utilisée finalement pour contrôler les mauvaises herbes. Voilà. Et alors, les résultats sont quand même bon, alors, effectivement, il y a un certain nombre de conditions, de prérequis, etc. On pourra en parler après, mais on a quand même des résultats où, en gros, on augmente entre 50 et 200% le rendement sur la parcelle. Ça j'allais dire, c'est sauf des parcelles extrêmement compliquées, dégradées, etc. C'est dès la première année, quoi. Voilà. Alors après, plus on va réussir à travailler sur les aménagements, sur les amendements, sur ramener la matière organique sur la parcelle, sur utiliser de la poudrette de parc, hein, c'est même pas du compost, mais même de simple
résidus de parcs à zébus. Hein, donc on peut encore continuer à augmenter les rendements. Voilà, alors, bon, peut-être tout à l'heure ça sera évoqué par François, mais bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté non plus pour passer à tel système. Un autre axe de réflexion et d'autres techniques qui existent, qui ont été expérimentées, qui ont été validées par la pratique paysanne, c'est toutes les techniques, on va dire, agroforestières, c'est toute l'agroforesterie. Alors, on a notamment testé ça toujours dans la zone sud-est de Madagascar, où en fait, il y a un certain nombre d'arbres qui ont pu être réintroduits dans les exploitations. Il y avait eu peut-être initialement pas mal de coupes d'arbres, notamment pour planter du manioc partout où on pouvait en planter, etc. Donc là, un retour de l'arbre dans l'exploitation. Alors quels arbres? C'est soit des agrumes, des caféiers, des girofliers, du ravinsar. Donc en fait, qui présente l'intérêt de produire à la fois des aliments pour les hommes, des fruits, selon les espèces, pour les animaux et également, il y a des espèces fourragères. Apporter aussi une production supplémentaire sur l'exploitation, c'est le cas pour le girofle, le café. Et puis après, il y a tous les effets, bien sûr, de limiter l'érosion, d'améliorer la fertilité des sols, hein, surtout quand on utilise peut-être des acacias, par exemple, de faire des haies pour éviter la divagation du bétail et donc éviter que les plantations soient détruites. Et puis aussi servir de tuteur, c'est aussi des arbres qui servent de tuteur, là, notamment c'est des zones où on peut cultiver de la vanille, donc voilà par exemple. Il y a vraiment cet intérêt de à la fois rendre des services, c'est-à-dire éviter la dégradation des sols, éviter l'ensablement des parcelles qui sont situées en aval, et en même temps apporter un revenu supplémentaire à l'exploitation. Et donc avoir une agriculture, développer une agriculture familiale, une agriculture paysanne qui est plus, on va dire, qui répond à l'ensemble des besoins de la famille, quoi. En fait, c'est pour faire un petit peu la transition, c'est que au-delà de ces solutions techniques, de ces petites solutions techniques que j'ai juste un peu effleurées, hein, on n'a pas le temps de faire plus, c'est important d'avoir un accompagnement des familles paysannes dans les pays dans lesquels on travaille, un accompagnement qui va chercher à répondre à l'ensemble des besoins de la famille. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas travailler juste au niveau de la parcelle, et que c'est important d'avoir un regard de l'ensemble de l'exploitation et de trouver des solutions, de répondre à l'ensemble des besoins de la famille. Alors, un des axes qu'on a développé, c'est par exemple travailler sur l'intégration agriculture-élevage. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'exploitations qui pratiquent à la fois l'élevage et à la fois l'agriculture, où en fait, les échanges entre les deux sont peu développés. Et il y a énormément de marge de manœuvre. Donc, on voit des résidus de culture qu'on ne pense pas à valoriser, par exemple, en alimentation animale. On voit des résidus d'élevage, je parlais de cette poudrette de parc, là, des bousses de vaches dans les parcs à zébus, qu'on peut utiliser pour restituer sur les parcelles. Alors, développer son élevage, c'est aussi parfois contraint par une faible superficie. Parfois, quand on dispose de faibles superficies, c'est difficile de choisir est-ce qu'on fait du fourrage, est-ce qu'on a des animaux, est-ce qu'on fait du fourrage ou est-ce qu'on fait des cultures. Et en fait, justement, l'agroécologie, avec ces associations dont je parlais tout à l'heure, ça peut permettre de répondre à la fois aux besoins de fourrage, par exemple, et à la fois aux besoins de production agricole. On utilise des plantes fourragères en association ou en rotation. Donc, je citais Stylosanthes, qui est utilisé aussi pour le zébu, même si c'est peut-être pas ce qui peut apparaître pas forcément le plus appétant dans cette zone sud-est de Madagascar. Il y a aussi le bracaria, qui est beaucoup utilisé à Madagascar pour restructurer les sols. Bon, donc ça, c'est aussi, voilà, on peut délimiter des courbes de niveau avec des plantes fourragères. Voilà, même l'embocagement, hein, délimiter des parcelles pour éviter la divagation du bétail. Donc il y a tout un tas comme ça de façons de développer, d'intégrer des plantes fourragères dans son exploitation qui vont non seulement créer du fourrage, mais aussi rendre des services écosystémiques. Donc on pourra y revenir si vous le souhaitez dans les échanges après.
Donc ça, c'était bon. Voilà. Après, bien sûr, les animaux, une fois qu'on les a, qu'on est capable de les nourrir sur l'exploitation, c'est une force de travail qu'on va réutiliser, qui peuvent tirer des charrettes, qui peuvent piétiner les rizières dans les pays où c'est la coutume, qui peuvent, etc., qui ont tout un tas d'usages. Alors, dès qu'on parle de bétail, de fourrage, on parle dès qu'on parle de gros élevages, on va dire, il y a la question du pâturage qui va se poser, le problème du pâturage. Et c'est vrai que c'est quand même difficile de résoudre la question uniquement à l'échelle de l'exploitation, surtout à l'échelle d'une petite exploitation familiale. Et c'est là où c'est vraiment indispensable qu'il y ait des concertations à l'échelle du village, à l'échelle du terroir, et qu'il y ait une gestion des communs qui soit développée, qui soit raisonnée. Comment est-ce que des espaces communs peuvent être valorisés pour le développement de chacune des exploitations familiales du territoire? En fait, il y a tout un tas de pratiques qui ont été mentionnées avant et qui, si elles ne dépassent pas le cadre de la parcelle, elles vont pas réussir à s'intégrer pleinement dans l'exploitation. Il y a vraiment nécessité de s'intégrer dans une unité de paysage. Je prends un exemple. On parlait de riziculture tout à l'heure. Travailler une technique fine qui va demander à certains moments plus de main-d'œuvre sur du riz, etc. Si jamais on risque à tout moment que la rizière soit ensablée parce que les hauts des collines ne sont pas protégés, on va dire que ça ne sert à rien. Enfin, c'est du temps perdu, c'est un risque, on prend un risque qui est énorme. Donc ça veut dire que pour mettre en œuvre cette technique qui est extrêmement rentable du point de vue de la production agricole, il est vraiment nécessaire de dépasser l'échelle de la parcelle et de raisonner aussi la gestion des ressources naturelles à l'échelle du terroir. Donc c'est mon dernier point. Alors concrètement, ce qui est important, on se rend compte que sur un village, chacun voit son territoire en fait depuis sa ferme, depuis son exploitation, et c'est de là qu'on voit le village. Et alors c'est vraiment important dans un premier temps de développer une vision commune du terroir villageois et de faire prendre conscience de quelles sont nos richesses, quelles sont nos ressources naturelles, mais aussi quelles sont les fragilités, quels sont les risques. Et alors, nous, on utilise par exemple des méthodes de cartographie participative qui sont connues depuis très longtemps. Donc, ce sont les communautés qu'on accompagne qui vont elles-mêmes décrire, dessiner l'espace sur lequel ils vivent. Et ça, c'est le point de départ pour développer une vision commune de ce terroir et de ses ressources. Et à partir de là, on peut mettre en œuvre des actions d'aménagement, des actions de protection, des actions où en fait on va investir sur le futur, en restructurant des sols, en préservant des sols, en ayant une vision de plus long terme. Alors, par exemple, il y a une des images, là, peut-être vous l'avez vu, c'était un canal qui était creusé, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué, parce que dans une zone où il y a de grandes difficultés à créer des dynamiques collectives, à Madagascar, autour du lac à l'autre. Là, en fait, moi, j'avais été stupéfait de voir que suite à tout ce travail d'animation, il y avait eu vraiment cette dynamique complètement spontanée, on va dire, de creuser un canal. C'était sur près de 500 mètres, c'était un travail colossal à la main, pour valoriser un petit bas-fond qui, une fois qu'il était irrigué par ce canal, pouvait être développé, sur lequel on pouvait faire de la riziculture, quoi. Donc je crois que quand on a ce travail de concertation, ce travail à l'échelle du terroir, on peut vraiment faire levier sur des énergies qui existent, quoi, qui sont là. Autre chose, une fois qu'on a développé cette vision commune, et c'est mon dernier point avant de conclure, c'est il est aussi possible, quand la communauté a pris conscience des richesses de son territoire, d'essayer de se mettre ensemble pour développer une filière. C'est-à-dire qu'on parlait de reboisement tout à l'heure, il y a eu un véritable boom sur les espèces là, que j'ai citées, notamment sur le girofle, sur le ravinsar. Peut-être ceux qui sont familiers des huiles essentielles, peut-être qu'ils connaissent le ravinsar. Donc en fait, dès qu'il y a eu une réflexion de dire oui, mais non seulement ces arbres ils vont nous permettre de protéger les hauts des collines, éviter les pertes de sol sur les pentes, etc. Mais en plus, on va pouvoir les exploiter et tirer un revenu suffisant en faisant une alliance avec un gars qui est dans le coin et qui possède un alambic et qui va être capable de transformer des huiles essentielles, quoi. Et là, on a eu vraiment un véritable boom, quoi, du reboisement. Il y avait du reboisement qui décollait pas, avec des plants qui mouraient, qui étaient abandonnés pendant plusieurs années. Et du moment où il y a eu cet aspect, où ça a été associé avec cet aspect économique, valorisation économique, ça a pu donc
vraiment prendre. Et sans cette création de filière, finalement, on n'aurait pas réussi à développer ces pratiques agroforestières. Voilà, donc moi je vous renvoie à notre site internet www.avsf.org et à la rubrique publication sur laquelle on développe un petit peu ces expériences, et on vient notamment de publier quelque chose sur nos expériences au Brésil. Merci Gauthier. Alors, il m'incombe, je parle souvent d'agriculture du Sud parce que j'ai pas mal travaillé sur l'agroécologie au Sud, mais là c'est le témoignage d'un paysan français, fils de paysan français. Étant donné que dans le panel, il faut évoquer également la France, qui dans beaucoup de régions de France, il y a des indicateurs dans le domaine de l'environnement qui sont au rouge. Notamment les 2/3 de nos eaux superficielles et une grande partie de nos eaux profondes sont polluées, soit les nitrates, soit plus fréquemment les pesticides. Alors, pourquoi a-t-on connu une telle évolution? Là, je vais faire 2 rappels historiques et puis après passer plutôt dans le domaine des propositions. Dans le domaine historique, dans les années 60, moi je suis originaire de la Somme, c'est dans le nord de la Somme, une zone très riche, où dès les années 50, on avait déjà une très forte productivité des sols, des rendements du blé à 6 tonnes, mon grand-père en a fait. Et on avait des agricultures qui étaient très diversifiées. Retenez ça, la biodiversité est une clé absolue pour mettre moins de pesticides, pour mieux gérer la fertilité des sols. Et puis il y a eu des évolutions fortes qui ont poussé ces agricultures qui étaient relativement performantes sur le plan productif, mais aussi sur le plan agroécologique. Il y a eu 2 évolutions fortes qui ont induit des dérapages. La première, on n'en parle pas assez souvent, c'est la spécialisation. Mon père avait donc des vaches laitières, il avait des porcs, pour se simplifier la vie et pour aussi sûrement accroître ses revenus, il s'est spécialisé un peu comme les Bretons en céréales porcs. Et donc une petite exploitation de 30 hectares produisait 1000 à 1200 porcs par an. La biodiversité en production végétale, plus de cultures fourragères, plus de luzerne, plus de trèfle, seulement deux céréales qui rentraient en rotation. Les excédents des 1000 porcs, heureusement qu'il y avait les voisins pour les accepter, mais à cette époque-là, il a dû déborder aussi. Il a dû ne pas respecter les normes que l'on applique actuellement. Donc cette spécialisation des fermes qui a eu lieu dans beaucoup de zones françaises, c'est quelque chose qui, quand on le regarde avec recul, a fait basculer du mauvais côté. Et je prends pareil, même si c'est à un degré moindre, dans le Saumurois. Maintenant, je suis dans la région centre, c'est Anjou-Touraine, une région qu'on appelle le Saumurois, et où on a également la diversité des systèmes de culture qui s'est beaucoup réduit. Quel était le moyen qu'avaient les paysans dans les années 60-70 pour régénérer la fertilité des sols? C'est ce qu'on redécouvre là aujourd'hui. Ils parlent du siloxanthès. Toutes les fermes avaient 20% environ de leur superficie en luzerne. Et la luzerne permettait de nourrir les animaux et effectivement, elle permettait de vendre du fourrage aussi, et puis elle captait de l'azote, ce qui faisait que le blé, pendant 2 ans, enfin les cultures pendant 2 ans qui venaient derrière la luzerne, avaient besoin de très peu d'engrais azotés et avaient des bons rendements. Tout ça, ça a presque sauté. Pas complètement, mais en grande partie. Les élevages liés au sol, l'association agriculture-élevage, mon père et mon grand-père l'ont pratiquée, et elle était généralisée en Maine-et-Loire, dans le Saumurois. Maintenant, on s'est spécialisé production végétale, généralement céréales. C'est ce que j'ai fait moi après, céréales, avec des semences. Et c'est les semences qui m'ont réembrayé, notamment des semences de chanvre, des semences potagères, etc., qui m'ont rembrayé vers des pratiques plus vertueuses. Comme les légumineuses ont beaucoup diminué et que les rotations sont raccourcies, beaucoup plus d'intrants chimiques et beaucoup plus d'herbicides. Quand les rotations sont courtes, très difficile de gérer le problème du désherbage. Donc,
pollution des eaux. La zone du Saumurois dont je vis dépend du bassin du Layon. Les vins du Layon sont excellents, mais vignes intensives plus céréales intensives, ça vous donne tous les captages fermés. Il y a 100 000 habitants, il n'y a plus un seul captage sur lequel on peut alimenter les gens en eau potable. Donc on dépend de la Loire. S'il y a un problème sur la Loire, on n'a plus d'eau. Donc on a fait quand même des erreurs absolument énormes. Et alors, le défi, donc, c'est le premier point, c'est maintenir ou accroître, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Christophe, la productivité des sols, tout en réduisant les externalités négatives liées au couple intensification, spécialisation. Et là-dessus, moi je pense à mon grand-père, il faut absolument ne pas laisser de côté les savoirs paysans anciens parce qu'ils nous donnent une grande partie des solutions pour demain. Maintenant, deuxième facteur, deuxième rappel historique très très fort chez nous. On avait des prix garantis jusque dans les années 90. Lorsque vous avez des prix garantis qui ont été conçus de façon équilibrée entre production laitière, production céréales, oléagineux, il y avait un certain équilibre entre les prix. Vous pouviez construire des rotations en prenant en compte l'environnement, la durabilité du système. Et on est passé à un système où tout était garanti, où dans les années 2000, progressivement, c'est le prix du marché mondial, c'est les marchés à terme. Et donc, vous avez des fluctuations du prix du blé. Moi, j'ai vendu du blé, ma dernière campagne, à 100 €. Le successeur, non, 2 années avant, j'en avais vendu à 250 € la tonne. Et ça a continué. Il y a des yo-yo sans arrêt. Le prix du tournesol du colza double. Et avec les marchés à terme, vous pouvez anticiper. Dire que vous pouvez vendre votre production avant de l'avoir semée. Et donc, là, ça pousse, pour des questions de rentabilité économique et surtout financière, à ne plus mettre en avant la rotation, et qui est pourtant l'élément clé d'une agriculture durable. Vous mettez le profit à court terme, bon, il faut rembourser les banques aussi. Hein, il y a le matériel, on s'est peut-être trop équipé, etc. Alors du coup, par exemple, des cultures comme les pois, les févroles, qui étaient excellents pour la luzerne, excellents pour maintenir la fertilité des sols, dans beaucoup de régions, elles sont tombées. Le pois, récemment, dans ma région d'origine, la Picardie, jouait un rôle positif. Maintenant, il n'y en a presque plus. Le prix du blé est trop attractif, étant donné qu'on apporte le soja à bas prix du Brésil, d'Argentine, etc. Il est très difficile. Enfin, maintenant, le prix a augmenté récemment. Et on n'a pas suffisamment d'aide spécifique pour ces protéagineux. Et donc là, c'est un élément clé. C'est l'insécurité, le yo-yo sur les prix, les spéculations. Tant qu'on ne rectifie pas ça, sera difficile de faire de l'agriculture durable. Ça nous renvoie probablement à ce que François va approfondir après. Maintenant, le troisième point. Si l'on veut rectifier le tir, faire ce qu'on appelle au Brésil, moi j'ai beaucoup travaillé au Brésil, et il y a un pragmatisme, je trouve. On parle de transition agroécologique avec différents niveaux. Donc si on veut maintenant retrouver des évolutions dans le bon sens pour rectifier la qualité de l'eau, pour faire une meilleure gestion quantitative de l'eau, pour réduire les problèmes d'érosion éolienne, etc., pour remettre de la biodiversité, eh bien, il faut d'abord faire un diagnostic du territoire sur lequel vous vous trouvez. Et également, avec un syndicat agricole, j'ai beaucoup travaillé, faire des diagnostics d'exploitation, et avec aussi le réseau agriculture durable, qui a beaucoup fait en France depuis 30 ans, ce qu'on appelle les CIVAM. Et on a mis au point des méthodes de diagnostic en disant, voilà, sur tel et tel point, on est améliorable. Et puis on fait le diagnostic 5 ans après, on voit si on a corrigé le tir et ce qui reste encore à améliorer. Et je vais donner un exemple très concret pour montrer que ce n'est pas des recettes qu'on va sortir de sa poche. Je suis dans le Saumurois, j'ai des terres argilo-calcaires. Elles ne sont pas sensibles à l'érosion. Il y a très très peu de terres, il n'y en a pas 5-10% chez nous, qui soient sensibles à l'érosion. Par contre, comme je l'ai dit précédemment, on est dans un bassin versant où on est complètement rouge. C'est un des bassins versants qui est le plus pollué de France, surtout par les pesticides. On sait de quels pesticides il s'agit, céréales et vignes. Donc il faut d'abord travailler pour rectifier là-dessus. Quels sont les premiers pesticides que l'on trouve?
il y a des résidus d'atrazine bizarres. Hein. C'est interdit depuis plus de 10 ans, mais on en trouve trop encore, beaucoup trop. Ça veut dire qu'il y a des contrevenants. On importe beaucoup de pesticides en fraude depuis l'Espagne. Mais on trouve aussi, comme premier et deuxième, le glyphosate et son dérivé. Il y a des agriculteurs voisins qui suivent les modes et qui vont vers les semis sur couverture végétale. Et comme dans des climats humides, les adventices sont difficiles à gérer, eh bien, ils mettent souvent 2, parfois même plus, applications de glyphosate par an. Donc, dans le bassin du Léon, le glyphosate, plutôt que de diminuer, il a tendance à augmenter. On s'est trompé de priorité, là. La priorité, c'est vraiment mieux gérer les pesticides et pouvoir réouvrir des forages pour l'alimentation humaine. On prend seulement 50 km à côté. On est dans les bournées de l'Indre-et-Loire. Ces sols sont très très sensibles à l'érosion. J'ai un ami qui est maire. Tous les 5 ans, il faut curer les fossés. Là, la priorité, c'est la lutte contre l'érosion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des pollutions chimiques. Mais là, promouvoir les semis sur couverture végétale, et même s'il faut utiliser du glyphosate, vu l'importance de l'érosion, il y a une hiérarchie des priorités. Là, il faut être pragmatique. Et c'est ce qu'il faut mettre en avant. Simplement, l'agriculture, c'est une science de localité. Si vous ne faites pas de diagnostic précis par région et vous prenez, je dirais, des choses à la mode, et puis les modes peuvent changer trop vite, on va aller dans le mur. Un autre aspect, je ne vais pas être trop long, 3 minutes, c'est le 4e point, ne pas oublier ce qui est lié au social et ce qui est lié au collectif. Or, tu l'as déjà abordé. Hein ? Il y a effectivement des choses qu'on peut résoudre au niveau de la parcelle, au niveau de l'exploitation, puis après, c'est le bassin versant. Si vous voulez améliorer la qualité des eaux superficielles, il faut travailler au niveau de l'air, par exemple, d'un captage. Il faut travailler au niveau de l'aire d'alimentation d'un captage. Il y a peut-être 50 paysans qui sont là. Eh bien, il faut les associer et puis leur donner des moyens financiers supplémentaires pour que ce captage récupère sa qualité. Bon, il y a de très belles expériences en France là-dessus et également en Suisse, surtout en Suisse. Autre point, si on veut, la gestion quantitative de l'eau, c'est malheureusement, elle ne doit pas se gérer au niveau d'un seul individu. Parce que s'il pompe trop dans son forage, eh bien le forage du voisin à côté, il devra également, ou s'il pompe trop dans la rivière. Et puis l'érosion également. La gestion de certains ravageurs. La lutte contre le ver de la grappe, c'est pas seulement au niveau de la parcelle, c'est en vigne, hein, c'est un parasite de la vigne. Ça se gère collectivement. Il y a une très belle expérience au niveau CIRAD, c'est Deguine, Jean-Philippe Deguine, et la lutte contre la mouche de la Réunion. Il y a le niveau parcelle, le niveau exploitation et le niveau plus global. Bon là, je pense que je prêche des convaincus, hein, mais un autre point qu'on oublie souvent, c'est la gestion du foncier. Si vous êtes locataire, métayer, le métayer, son bail, il est renouvelé souvent chaque année. Là, on a, avec AVSF, un travail est en train de se réaliser dans le Nord Togo. Il y a une bonne partie des parcelles, on ne sait pas encore quel pourcentage, c'est peut-être 10 ou 20%, notamment les parcelles des femmes, avec un bail à l'année. Hein, c'est une location à l'année. Mais sans rien d'écrit. Comment voulez-vous lutter contre l'érosion? Comment voulez-vous mettre de la fumure organique et redresser la fertilité des sols? Donc travailler pour que la gestion des locations soit beaucoup plus stabilisée. Et on retrouve le même problème en France. Actuellement, on a les baux dans le cadre de la loi d'orientation. Il faut prendre en compte les aspects, les infrastructures écologiques. Bon, moi j'ai 3,5 km de haies. J'ai loué mes terres à un jeune successeur. Il paye un petit peu moins cher la location à l'hectare. Mais moi, je m'engage à profiter de la haie, mais à la gérer également. Il y a plein de choses à mettre au point là-dessus, sur ce qu'on appelle la gestion des infrastructures écologiques. Et ça doit être dans les baux et inscrit dans la durée. Bon, je pense que je vais en rester là. On pourra compléter ensuite si nécessaire. Merci Valentin. Bon, pour ma part, je vais redire beaucoup de choses qui ont déjà été dites, parce qu'en réalité, je crois qu'ils ont les uns et les autres
été très loin dans la description de toutes les subtilités de cette agriculture qu'on espère pour le futur. Je vais faire l'exercice d'essayer d'être un tout petit peu plus général. Alors, je vais m'appuyer sur le dernier chapitre de ce livre qui vient de sortir sur les agricultures familiales. Donc j'en fais un peu la publicité et j'invite ceux qui seraient frustrés par le caractère un petit peu trop réducteur de ce que je vais dire dans ce temps limité à regarder ce chapitre où vous aurez plus de détails. Alors je vais partir puis, bon, en étant sans doute un peu provocateur, j'espère que ça suscitera du coup un débat un peu animé, partir d'un constat qui est un peu difficile à admettre pour tous les gens qui se projettent dans cette agriculture écologiquement intensive ou dans l'intensification écologique, c'est le fait que malgré toute la cohérence des concepts qui sont derrière, malgré tous les efforts qui sont faits déjà depuis longtemps pour promouvoir cette agriculture, pour produire des références scientifiques aussi dessus, eh bien, l'extension de ce concept au niveau mondial reste extrêmement modeste. Alors, ce n'est pas la capacité des agriculteurs à changer qui est en cause, parce qu'il y a de très nombreux contre-exemples. Il y a bien des exemples où, effectivement, une agriculture émerge radicalement différente de ce qu'elle a pu être auparavant. Mais, alors, et c'est souvent aussi qu'on observe des transitions extrêmement importantes, des révolutions agricoles, mais qui ne vont pas nécessairement dans le sens de l'intensification écologique, mais parfois tout simplement dans le sens de l'intensification classique, entre guillemets. C'est-à-dire, alors même que ça fait longtemps qu'on a pris conscience des limites de cette intensification, eh bien finalement, les révolutions les plus généralisées auxquelles on assiste depuis la fin du XXe siècle et le début du XXIe, ça reste des révolutions de type révolution verte où intégration au marché se traduit par recours assez généralisé à des intrants. Donc ça pose question quand même. Et c'est là-dessus un petit peu que je vais essayer d'élaborer mon discours maintenant. Alors d'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est que les principes de l'intensification écologique, c'est d'abord accepter une part de compétition entre êtres vivants, parce qu'on espère favoriser des facilitations entre ces êtres vivants. Et ces facilitations, c'est ce qui fait que associer plusieurs espèces, donc c'est la biodiversité que Valentin appelle de ses voeux, associer plusieurs espèces, ça peut permettre qu'une fonction de l'écosystème soit assurée de manière plus efficace que si les espèces devaient assurer ces fonctions isolément. Bon. Or ça, dès qu'on prend le risque d'associer des espèces, on prend aussi le risque qu'elles soient en compétition entre elles et que finalement ce soit un petit peu le contraire qu'on obtient. Or, pour obtenir les effets vertueux de l'intensification, enfin de l'agroécologie, de ces facilitations entre espèces, il faut donc prendre ce risque-là. Et le résultat, c'est que les promesses de l'intensification écologique, elles ne sont tenues qu'à relativement long terme. Alors il y a quelque part un graphique, je crois, qui circule, qui tourne, où on voit un petit peu le modèle conceptuel des scientifiques sur cette idée-là, où on voit une courbe des services rendus par l'agriculture qui commence par baisser et puis qui remonte à très long terme. Bon, ça c'est une hypothèse de travail, elle est en réalité pas démontrée dans le cas général. Il y a des exemples où, effectivement, on a assez vite une augmentation des performances, du rendement, de la productivité de la terre. Mais la durée qu'il faut attendre pour que cet effet vertueux soit observé est très variable. Et on commence seulement à avoir des références accumulées vraiment objectives, vraiment sérieuses. Et dans certains cas, ça secoue parce que ça prend énormément de temps. Il y a des cas où il faut attendre 30 ans pour qu'on voit se manifester les effets positifs de l'intensification écologique. Alors, c'est assez notable que quand on accepte de mobiliser un certain nombre d'intrants, en particulier quand même les engrais chimiques, les fertilisants minéraux, ce temps est réduit parce que ça peut être une technique pour favoriser les facilitations à court terme sans prendre le risque de certaines compétitions, les facilitations à long terme sans prendre le risque de compétition à court terme. Donc ça, c'est un phénomène intéressant à relever. Voilà. Mais alors, donc il y a un peu, d'abord, il y a quand même une très grande variété de cas de figure, il ne faut pas l'oublier. Hein, et il y a bien des cas quand même très spectaculaires où les principes de l'agroécologie débouchent sur des performances renforcées très vite. Bon, je crois que dans le livre, on cite le cas de l'EVA-culture en agroforesterie, où très vite, on a une supériorité du système par rapport à des systèmes conventionnels en monoculture. Mais ce n'est pas le cas général.
Alors ça se traduit par des contraintes particulières pour l'agriculture familiale par rapport aux autres types d'agriculture, on va dire. C'est que des agriculteurs qui ont peu de marge de manœuvre financière, en général les agriculteurs familiales, qui ne sont pas en position d'investir à très long terme. Pour eux, ça se traduit souvent, la démarche d'intensification écologique, par mobiliser plus de travail, accepter des pertes de productivité de la terre. Et quand ce n'est pas productivité de la terre, ça peut être productivité du travail quand même. En particulier, souvent, le post-sarclage est fortement renforcé. Il faut ajouter beaucoup de travail aussi dans la gestion de la biomasse d'une manière générale. Et là, il y a une opposition assez nette entre les agricultures familiales très intégrées au marché et motomécanisées, comme on en a au Brésil, où là, il y a effectivement un avantage comparatif assez à court terme de ces techniques, parce qu'il y a tout de suite une économie de carburant, en particulier quand on développe les techniques de type agriculture de conservation, et ça compense largement les pertes de rendement à court terme. Mais dès qu'on n'est pas dans ce cas de figure, on a quand même plutôt dominance de situation où les contraintes pour l'agriculture familiale sont importantes. Les risques à court terme, la réduction de productivité à court terme et le fait que cet investissement de court terme, il va falloir attendre souvent très longtemps, enfin les effets à long terme sont très longs à se manifester. Par contre, il y a aussi des atouts à cette agriculture familiale. C'est en particulier la possibilité pour les familles de valoriser un certain nombre de produits secondaires de leur démarche agroécologique qui ne seraient pas facilement valorisables par le marché, par exemple. L'exemple du bois de chauffage qu'on récupère quand on a des haies. S'il fallait voir ce bois comme un produit commercial qu'on va mettre sur le marché, ce serait sans doute pas toujours aussi efficace que lorsqu'on est dans une situation où on peut le valoriser directement dans l'exploitation. Il y a aussi accueillir des gens dans un milieu préservé, ça se rémunère de plus en plus et c'est très valable. Donc ça, c'est un atout particulier. Il y a aussi, et surtout peut-être, la capacité qu'ont ces agricultures-là à avoir une connaissance extrêmement étendue et détaillée de leur milieu, de leur environnement. Et ça, c'est absolument crucial. On a vu que tous les exemples qui sont cités reposent sur une connaissance approfondie. Donc c'est une agriculture intensive en connaissance, l'intensification écologique. Et ça, cette connaissance du milieu, elle est procurée à la fois par la taille relativement modeste des exploitations d'agriculture familiale, mais aussi par le fait qu'il y a une transmission possible du savoir de génération en génération, et par le fait que c'est le travailleur familial qui intervient dans tous les actes de la gestion du système agricole, avec sa capacité d'initiative et sa capacité d'apprendre de ses expériences, de ses échecs. Alors que si on compare à un système dans lequel on aurait une production entrepreneuriale, on a des salariés qui obéissent à des consignes, ils vont être moins forcément en position d'accumuler cette expérience et de tenter des expériences nouvelles. Voilà, alors ça c'est l'aspect positif des choses, mais on voit bien que de toute façon, il y a, pour réussir cette transition, un compromis nouveau à construire, et c'est parce qu'il n'existe pas encore que ces résultats sont relativement modestes encore. Un compromis nouveau entre la fonction de produire, la fonction de rémunérer des exploitants, la fonction de revenu, et la fonction de préservation de l'environnement. Et construire ce compromis, c'est loin d'être immédiat et facile. Il faut associer pour ça de très nombreux acteurs et trouver des méthodes nouvelles pour que les points de vue de chacun soient respectés et mis en perspective les uns par rapport aux autres pour construire cette agriculture du futur. Voilà.